Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de finance mathématique. Alors, il est important de préciser que la finance mathématique, c'est un domaine qui est relativement nouveau, qui a été développé principalement dans les années 70 avec les travaux de Black-Scholes. Alors, donc, si vous voulez vous intéresser dans un domaine, la finance vous offre plusieurs panoplies de champs dans lesquels vous pourrez vous orienter. Et j'aimerais préciser ici que la plupart des thèmes qui sont utilisés sont des thèmes qui sont relativement nouveaux. Donc, vous pouvez les approfondir et définir vos propres concepts facilement. Alors, avant d'entrer dans ce premier cours de finance mathématique, l'objectif sera principalement de vous donner une compréhension, ma compréhension des différents théorèmes fondamentaux. Ok. Avant d'entrer dans les théorèmes fondamentaux, il faut qu'on formalise, il faut qu'on place le cadre mathématique du marché. Alors, description du marché. Description du marché. Alors, dans notre marché, on aura l'univers oméga qui sera constitué d'atomes. Oméga 1, oméga 2, jusqu'à oméga n. Dans notre cas, les oméga seront principalement les différentes trajectoires, c'est-à-dire la trajectoire que va suivre nos différents actifs. Voilà. Donc, on va mieux comprendre ça avec le développement que nous allons faire. Et on définit F qui est égal à l'ensemble des parties de oméga. Ok, j'aimerais préciser qu'on prend F. Pour ceux qui ont regardé le cours de probabilité, on prend F l'ensemble des parties d'oméga parce que dans notre formalisme que nous allons prendre ici, on est dans le temps discret. Les états sont discrets. Ensuite, nous aurons besoin d'avoir une filtration. Voilà. Une filtration grand F qui sera de Ft T de 0 jusqu'à grand T. Alors, j'aimerais dire ici que la filtration va nous permettre de donner des informations disponibles à l'instant T. C'est en fait ça. Donc, dire que j'ai une filtration dans mon espace, ça veut dire que j'ai les informations disponibles par rapport à tout ce qui va se passer dans ma filtration, à l'instant précis T. Et une fois que j'ai ça aussi, on va aussi définir sur cet espace probabilisable, oméga F, un espace, une probabilité P dans mon espace. Alors, une fois que j'ai ça, voilà les hypothèses qu'on a sur le marché. En plus, le marché est constitué de plusieurs actifs. De plusieurs actifs. Vu que on veut faire un cours assez petit, pour ne pas prendre trop de temps, on va supposer ici qu'on est dans un modèle binomial à une seule période. Ouais, désolé, je sais que j'écris un peu mal. Bon, enfin, on va s'en sortir. Alors, on est dans un modèle binomial à une seule période. Alors, ce sont nos hypothèses. Ensuite, on a deux actifs. Actif risqué et sans risque. Alors, les différents actifs seront représentés par leur processus de prix. Alors, une fois que j'ai fait cela, je prends actif sans risque. Alors, l'actif sans risque, il y a toujours une idée que l'actif sans risque, c'est votre épargne personnelle, dans votre compte en banque. Donc, combien vous avez dans votre compte en banque. Donc, l'actif sans risque sera noté comme ceci, S1 de T
t allant de 0 à 1. J'ai bien dit, on est dans un modèle binomial à une seule période, donc de 0 à une période. Alors, comment on va évoluer ST? Alors, ST, on va supposer S0 de 1 égale à 1, et donc, on va supposer que notre épargne, donc le prix de notre actif, évolue à un taux constant de R. Donc, S1 sera égal à quoi? À 1 plus R multiplié par S1 de 0. Donc, ce qui sera égal à tout simplement 1 plus R, parce que S1 de 0, c'est 1. Alors, donc voilà comment évolue l'actif risqué. Et comment va évoluer l'actif sans risque? Actif risqué. Voilà comment, bon, autant pour moi, voilà comment évolue l'actif sans risque. Voilà comment va évoluer l'actif risqué. Le second, l'actif risqué sera noté ST de T allant de 0 à 1, qui va être l'évolution du prix de l'actif risqué. Alors, on aura S0 de oméga suivant cette trajectoire qui sera noté petit s0. On va supposer qu'il est strictement positif. Alors, vu qu'on est dans un modèle binomial A de période, on va supposer ceci, qui est très important. À l'instant 1, on a deux cas possibles. Soit le prix de l'actif a augmenté, soit le prix de l'actif a diminué. En d'autres termes, on a S0 à l'instant 0 et à l'instant 1, on a soit le prix de l'actif augmente de S12, soit ce même prix diminue de S11 avec S11 plus petit que S12. Donc, voilà donc ce qu'on a. Donc, en résumé, on a actif sans risque, l'actif sans risque qui quitte de 1 et qui arrive à 1 plus R, l'actif risqué qui quitte de S0 et qui prend soit S12, soit S11. Ça, c'est à la période 0. Ça, c'est à la période 1. Donc, voilà comment évoluent nos deux actifs. Alors, une fois qu'on a ça, on définit donc le processus de prix ST, qui sera ce vecteur constitué de S1 de T, S2 de T, T allant de 0 à 1. Donc voilà notre processus de prix. Donc en résumé, voilà donc ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a tout simplement S1. Ici, on a S2. Ici, on a S2 à l'instant 1. Suivant la trajectoire oméga 1. Et ici, on a S1 à l'instant 2, suivant la trajectoire oméga 2. Donc, il y a deux trajectoires possibles parce que soit notre actif à l'instant 1, soit il monte avec S12, soit il descend. Donc, c'est ça les différentes trajectoires que j'ai dit en haut que notre oméga va constituer. Donc, oméga, dans notre cas, oméga, c'est oméga 1, oméga 2. Dans le modèle binomial à une seule période, oméga, c'est soit oméga 1, oméga 2. On a expliqué pourquoi. Parce que ce sont différentes trajectoires. Parce que à l'instant 1, soit ça prend la valeur S1, 2, soit ça prend la valeur S11. C'est tous les cas possibles que nous avons.
et généralement, les trajectoires proviennent toujours de l'actif risqué. Notre F1, notre première filtration à l'instant 1 sera égale à grand F, qui est tout simplement l'ensemble des parties de oméga. Alors, une fois nous avons formalisé notre marché, qu'est-ce qu'on a? On aura également aussi F0, la filtration initiale, qui sera égale à l'ensemble vide et oméga, l'attribut grossière. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que F0 ne nous donne aucune information. Pourquoi? Parce que à l'instant 0, nous sommes ici. On sait que on connaît déjà la valeur. À l'instant 0, on connaît déjà la valeur de nos actifs. Soit l'actif risqué, c'est 1, soit l'actif sans risque, c'est S0. On connaît la valeur de l'actif déjà. Donc, F0, on le prend ainsi parce que ça nous apporte aucune information. Par contre, à l'instant t égale à 1, on a soit la première trajectoire est réalisée et on a ce couple-ci, soit la deuxième trajectoire est réalisée et on a plutôt ce couple-ci. Donc, c'est un peu ça. Alors, pour aller vite, on va aussi définir ce qu'on appelle dans ce marché, on est encore dans le formalisme, le portefeuille phi qui sera égal à phi 1 et phi 2. Bon. Ça, c'est le portefeuille. Phi 1, phi 2. Phi 1, c'est le nombre d'actifs sans risque. Et phi 2, c'est le nombre d'actifs risqués. Alors, une fois qu'on a défini le portefeuille, phi qui sera égal à le nombre d'actifs sans risque et le nombre d'actifs risqués, la valeur du portefeuille est donc V phi pour dire la valeur de ce portefeuille. À l'instant t, c'est égal à quoi? C'est égal à phi 1 S1 à l'instant t suivant la trajectoire oméga, parce que ce sont des variables aléatoires. Donc, oméga plus phi 2, l'actif risqué à l'instant t de oméga. Alors, ce qui est important, c'est de voir que V0 de oméga suivant phi, c'est égal à quoi? C'est égal à phi 1 plus phi 2 de S0. Alors, une fois qu'on a défini tout ceci, voilà, on est encore dans le cadre des définitions. On a défini de l'espace dans lequel nous travaillons. C'est un espace probabilisé filtré. Pour le cas binomial, voilà notre filtre. On a soit F1, soit F0. Et notre oméga prend deux états, deux atomes. Le portefeuille phi, c'est défini par le couple phi 1, phi 2, où phi 1 c'est le nombre d'actifs risqués, d'actifs sans risque, et phi 2 c'est le nombre d'actifs risqués. La valeur du portefeuille est définie comme étant cette combinaison linéaire entre le portefeuille et les différents prix. Alors, à l'instant 0, ce qui nous intéresse principalement, c'est le cas où ce portefeuille-ci, à l'instant 0, est défini comme ceci. Si, définition, il y a arbitrage lorsque il y a opportunité d'arbitrage lorsque quoi? Opportunité d'arbitrage. Il y a opportunité d'arbitrage lorsque, c'est-à-dire le portefeuille phi est une opportunité d'arbitrage. C'est une opportunité d'arbitrage si, petit i, quelle que soit la trajectoire que je prends, alors sa valeur initialement est nulle.
quelle que soit la trajectoire que je prends, sa valeur à l'instant 1 est supérieure ou égale à 0 et quel que soit, et il existe toujours forcément une trajectoire telle que cela va être strictement supérieur à 0. C'est-à-dire donc quoi? C'est-à-dire qu'il y a arbitrage sur le marché lorsque un investisseur vient avec une valeur de portefeuille nulle et il est presque sûr, disons même il est sûr de ne pas échouer, de ne pas avoir de perte. Donc il aura toujours un gain. C'est ça qui nous dit quand on dit V1 à l'instant 1, c'est supérieur à 0. C'est-à-dire il vient avec un portefeuille qui est nul, quelle que soit la trajectoire, il vient avec un portefeuille qui est nul initialement et il est sûr qu'il n'aura pas de perte. Et aussi, il existe une trajectoire telle que il est sûr de toujours gagner. Donc, vous allez voir que c'est un cas qui ne peut pas être courant dans les marchés. Parce que c'est un cas où si une personne découvre, par exemple, ça veut tout simplement dire quoi? Si vous faites un emprunt, parce que si vous faites un emprunt de moins 100 dollars en banque, vous faites un emprunt de moins 100 dollars en banque et vous investissez le même emprunt dans une action qui coûte 100 dollars, alors la valeur de votre portefeuille à l'instant initial est égale à moins 100 dollars plus 100 dollars qui va être égal à 0. La valeur est nulle. Et lorsqu'il n'y a pas d'arbitrage dans le marché, vous pouvez être sûr que il existe, quelle que soit la trajectoire, c'est ça qui nous dit le deuxième, quelle que soit la trajectoire que va prendre le processus de prix de votre actif, vous êtes sûr que cette valeur-là sera positive ou nulle. Et vous êtes également sûr qu'il existe une trajectoire où cette valeur sera positive. Vous aurez toujours un gain. Vous voyez que si les investisseurs sont au courant de cette stratégie, tout le monde va se ruer vers cette stratégie-là. Parce que une personne qui vient n'investit rien et il sort carrément avec soit un gain, soit il ne sort avec rien, mais il est sûr de ne rien perdre. Alors, lorsque les gens vont se ruer vers cette stratégie-là, ce qui va se passer, c'est que le prix de l'actif risqué va augmenter et du coup, on ne serait plus dans ce cas-là. Donc, généralement, dans le cadre du cours des marchés financiers, on n'aimerait pas être en présence d'une opportunité d'arbitrage. Donc, c'est un cas qui est à proscrire. Alors, si on prend ces différents points d'opportunité d'arbitrage, qu'est-ce que le I nous dit? Le I, on a vu que la valeur de portefeuille initialement, je précise encore, on est dans un modèle binomial à une seule période. Alors, V de W, c'est quoi? V de W, c'est Phi1 plus Phi2 de S0. S0, c'est la valeur de l'actif sans risque à l'instant initial. Ici, c'est 1 parce qu'on a supposé que la valeur de l'actif sans risque à l'instant initial est égale à 1. Et S0, c'est la valeur de l'actif risqué à l'instant initial, ce qui n'est pas forcément 1. Alors, dit que celui-ci est égal à 0, ça veut dire qu'on aura Phi1 qui sera égal à moins S0 Phi2. Et voilà. Ce qui est sûr, on peut pas. Donc, notre portefeuille, c'est moins S0 Phi2 et Phi2. Phi2 ne peut pas être égal à 0 parce que si Phi2 est égal à 0, ça veut dire qu'on a un portefeuille nul et on a et forcément 0 n'est pas une opportunité d'arbitrage. Alors, qu'est-ce qu'on a? Maintenant, si on passe à l'instant 1, V1 de phi va être égal à quoi? V1 de phi, suivant la première trajectoire, parce que le V est calculé en fonction des trajectoires, ça sera égal à quoi? Ça sera égal à phi1 de S1 1 de la première trajectoire plus phi2 de S2 1 de la première trajectoire. Or, on a vu qu'on avait deux trajectoires où celui-ci c'était S11, S12, ça c'est S0, ça c'est W1, première trajectoire, deuxième trajectoire. Alors, soit ça monte, soit ça descend. C'est ça qu'on a fait.
Alors ici, on aura donc phi 1 c'est égal à quoi? C'est égal à moins S0. On aura donc moins S0 phi 2 multiplié par qui? On est à l'instant 1. On a vu que l'instant 1, le processus risqué évoluait. Ça quittait de 1, ça arrivait à 1 plus R. Dans l'instant 1, S1 de celui-ci va donner 1 plus R plus phi 2. Qu'est-ce qu'on a ici? On a S11 parce qu'on a vu que S11 donnait cette valeur. Et donc, celui-ci sera égal à quoi? Ce sera égal à phi 2 facteur de S11 moins S0 facteur de 1 plus R qui est strictement supérieur à 0. De même, lorsqu'on va prendre phi 1 phi de la deuxième trajectoire, ça sera égal à quoi? À phi 2 facteur de S12 moins S0 1 plus R qui sera aussi, qui doit être supérieur ou égal à 0. Ça, c'est pour avoir les conditions d'arbitrage. Alors, dire que ça est supérieur ou égal à 0, ça veut dire quoi? Il y a donc arbitrage ici. Il y a arbitrage si on a, en utilisant ces deux conditions, en utilisant ces deux conditions, si quoi? Si on a S12 qui est supérieur à S11 qui est lui aussi à son tour, qui va être supérieur ou égal à S0 facteur de 1 plus R. Ou si S11 est plus petit que S12 qui est plus petit que S0 1 plus R. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a soit phi 1, soit phi 1 et soit phi 2 autant pour moi, parce que le facteur ici c'est phi 2, soit phi 2 est strictement supérieur à 0. Et si phi 2 est strictement supérieur à 0 et que on est en présence de ces conditions-ci, on a V1 de phi par rapport à cette trajectoire qui va être égal à phi 2 facteur de S11 moins S0 facteur de 1 plus R qui va être supérieur ou égal à 0 parce que les deux sont positifs. En faisant le produit, ça sera aussi positif. Et de plus, V phi 1 de W2 sera égal à phi 1 S1 2 moins S0 facteur de 1 plus R qui est strictement positif. Alors, de même si phi 2 est négatif, on fait le même procédé et on va voir qu'il y aura pas d'opportunité d'arbitrage parce que cette quantité-ci là sera négative. On va prendre pour ce deuxième cas-ci, on va prendre le cas où on a cette relation-ci qui est vérifiée et donc du coup V phi, si phi est bon, il faut peut-être préciser ici que ça correspond à ce cas-ci, S11 supérieur à S0 1 plus R. Si phi implique qu'on est dans ce cas-ci, S11 inférieur à S12 inférieur ou égal à S0 1 plus R. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Dans ce cas-ci, on aura V1, V phi 1 de W1 qui sera égal à phi 2 facteur de S11 moins S0 1 plus R strictement supérieur à 0 et V phi de W2 à l'instant 1 qui sera égal à phi 2 de S12 moins S0 1 plus R qui sera supérieur ou égal à 0. Donc, en d'autres termes, la condition, si on est dans ce cas-ci,
Ou alors, on est dans ce cas-ci. Dans ce cas-ci, il y a opportunité d'arbitrage. Donc, en d'autres termes, dans le modèle binomial, il n'y a pas d'arbitrage. Il n'y a pas d'opportunité d'arbitrage quand on a S de 1, 1, c'est-à-dire la valeur qui descend, S supérieur à S0, 1 plus R, plus petit que S de 1, 2. Donc, dans ce cas-là, on peut être sûr que quel que soit le développement qu'on aura, soit la valeur du portefeuille sera négative ou ça sera positif. OK. Donc, maintenant, on va entrer dans la tarification. La tarification va consister à faire quoi? Supposons que vous avez une option d'achat C qui est introduite sur le marché et que vous voulez faire en sorte que à l'instant T égale à 1, la valeur de votre portefeuille phi soit égale à la valeur de l'option d'achat. C'est plus ou moins ça qu'on cherche à avoir. On cherche à faire une tarification. On cherche à atteindre le prix de la valeur d'une option d'achat sur le marché. Alors, si on cherche à le faire, bon, il est important peut-être de préciser que cette valeur-là, c'est quoi? L'option d'achat, généralement, ça vient avec un prix qui sera K. Il y a option d'achat. Ça veut dire que la valeur d'achat, ça va être le max entre S1, bon, de l'actif risqué, parce que c'est l'actif risqué, S à l'instant 1 moins K et 0. Donc, c'est ça qui donne notre C. Donc, on va supposer que on va vouloir atteindre ce prix-là. Qu'est-ce qu'on aura? On aura la valeur phi à l'instant 1. On a vu que c'était égal à quoi? À phi 1 multiplié par S1, 0 à l'instant 1, plus phi 2 multiplié par S1 qui monte. Ça c'est suivant la première trajectoire. Ou alors, suivant la deuxième trajectoire, celui-ci sera égal à quoi? À C1. Donc, C qui a pour coordonnées C1, C2, les deux trajectoires. Ou V1 de W2 qui sera égal à quoi? À phi1, 1 plus R toujours, plus phi2, suivant la deuxième trajectoire. C2. OK. Alors, on voit donc que notre phi va avoir pour coordonnées phi1, phi2 sera égal à quoi? À S après calcul, bien sûr, S12 de C1 moins S11 de C2 divisé par S12 moins S11, 1 plus R. Et ici, on aura, bon, comme j'ai mis en vertical, C1 moins C2 divisé par S12 moins S11. Voilà plus ou moins ce que nous donne C2. Et la valeur du portefeuille à l'instant 0, donc V0W, ça sera égal à quoi? Après calcul, vous allez obtenir C1, C1 plus R, S12 moins S0, 1 plus R, divisé par S12 moins S0 moins S11 plus C2 sur 1 plus R, S0 facteur de 1 plus R moins S11 divisé par S12 moins S11.
Alors, une fois qu'on a ça, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on observe? Vous voyez que on a cette grandeur-ci qui revient. Et on a également aussi cette grandeur-ci qui est là. Et on a notre C1 et notre C2. Alors, on peut écrire ça encore comme étant C1 sur 1 plus R Q2 W1 plus C2 sur 1 plus R Q2 W2. Où Q de W1 c'est égal à quoi? À S12 moins S0 1 plus R sur S12 moins S11. Et ça, c'est 1 moins Q. Ici, c'est 1 moins Q. Et vous allez voir que la condition de non-arbitrage, S1, 1, S0, 1 plus R, inférieur à S de 1, 1, 2, implique que la valeur de notre Q de W1 là est compris entre 0 et 1. Donc, notre Q est bel et bien une mesure de probabilité sur oméga F. Magnifique. Magnifique. Alors, vous voyez donc que initialement, on ne connaît pas la probabilité de réalisation des différents chemins. C'est-à-dire, on ne connaît pas d'emblée quelle est la probabilité d'avoir la trajectoire W1 et la trajectoire W2 selon la mesure de probabilité initiale. Mais là, vous voyez que on vient dans le développement à mesure de vouloir faire une tarification pour pouvoir avoir un portefeuille dont la valeur sera égale à la valeur de notre nouveau produit dérivé sur le marché. On se retrouve en train de définir une nouvelle probabilité qui n'est pas notre probabilité initiale. Alors, et vous voyez donc on aura donc quoi? On aura donc sur cette probabilité-là, ça c'est tout simplement la définition de l'espérance mathématique. Vous voyez que notre V 0 phi de oméga, qui sera égal à quoi? Qui sera égal à C1 sur 1 plus R, Q2, W1 plus C2 sur 1 plus R, Q2, W2, qui n'est rien d'autre que l'espérance mathématique sur Q, il faut préciser que c'est sur Q, de C, la valeur C qu'on avait initialement, divisé par 1 plus R. Donc, c'est la valeur actualisée de notre produit dérivé sur le marché. Donc, c'est 1 sur 1 plus R, espérance conditionnelle de C. Donc, vous voyez donc que on est parti tout simplement de nos hypothèses. On a voulu faire une tarification sur un produit de telle sorte que la valeur de notre portefeuille correspond à la valeur du nouveau produit sur le marché. Et on s'est retrouvé à définir un truc de formidable qui est une mesure de probabilité de telle sorte que si je veux vouloir calculer la valeur de mon portefeuille, je le fais juste comme étant une moyenne sur une certaine mesure du nouveau prix là actualisé. C'est-à-dire, la valeur du portefeuille qu'il faut, c'est en moyenne juste la valeur du processus de l'option introduite sur le marché qu'on actualise. Alors, du coup, vous voyez donc quoi? Vous voyez donc que cette mesure c'est une mesure qui est telle que on a, si on prend l'espérance de Q
de notre actif sans risque sur 1 plus R, sachant F0, c'est égal à quoi? C'est l'espérance sur Q de 1 plus R sur 1 plus R, sachant F0, qui va être égal à 1. 1 n'est rien d'autre que S de 1 sur 1 plus R à la puissance 0. Donc, on voit que l'espérance sur Q de 1 sur 1 plus R, sachant l'information disponible à 0, n'est rien d'autre que S1 à 0 sur 1 plus R à la puissance 0. De même, si on prend l'espérance sur Q, notre Q qu'on a défini tout à l'heure, l'espérance sur Q du processus S2, 1 plus R, sachant l'information disponible à l'instant 0, c'est-à-dire, l'information disponible à l'instant 0, l'instant 0 ne donne aucune information, vu que ça ne donne aucune information, vu qu'on sait que S0 de l'actif sans risque, c'est 1, et S0 de l'actif risqué, c'est petit S0. Donc, ça nous donne ici S1 de 2 sur 1 plus R sur 1 plus R. Alors, par définition, ça va donner quoi? Ça va donner, si vous faites le développement, c'est la somme sur Q des... C'est la somme de ça sur Q des machins. Bon, il faut préciser que l'espérance mathématique de grand X sur une mesure P, c'est la somme des XI, P de XI. Donc, c'est ça qu'on applique ici. Et on va obtenir S11 sur 1 plus R, Q2, W1, plus S12 sur 1 plus R, Q de W2. Alors, en remplaçant Q de W1 par sa valeur qu'on a retrouvée en haut et tout, on va obtenir S2 de 0 sur 1 plus R à la puissance 0. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que on vient d'établir une relation qui est très très importante. Très importante. On vient de voir que sur la mesure Q, on a espérance Q de S1 de l'actif 2 sur 1 plus R. Je veux prendre à la T. De façon générale, à la T, sachant l'information disponible à T-1, ça va être égal à quoi? À S de l'actif sans risque sur, à l'instant T-1, divisé par 1 plus T à la R à l'instant T-1. Formidable. En d'autres termes, si on escompte le prix, c'est-à-dire si on prend on va définir S tilde de T qui n'est rien d'autre que le processus ici divisé par S de l'actif sans risque à l'instant T. Donc, qui va être le processus de prix escompté. On voit que on a l'espérance Q. Pourquoi on escompte? On escompte parce que généralement les prix sont en unités, soit en francs CFA, soit en dollars. Donc on escompte ça pour avoir une valeur qui sera sans unité. Donc espérance qui va donner S tilde de T, sachant Ft-1, qui va être égal à... Bon, on peut écrire ici avec T directement. Ici, là, on met T plus 1 qui va être égal donc à S tilde de T. En d'autres termes, ce qui est merveilleux, ce qui est superbe, ce qui est fantastique, ce qui est... Voilà, c'est que sous la mesure Q, le processus des prix S tilde de T, le processus de prix ici est de telle sorte que le prix moyen à l'instant futur d'une période, le prix moyen à l'instant T plus 1, connaissant l'information disponible à l'instant T, n'est rien d'autre que le prix que je connaissais à l'instant présent. Je reprends. Le prix futur de mon actif
en moyenne, suivant la mesure Q, connaissant l'information disponible à l'instant T, n'est rien d'autre que le prix que je connaissais au présent. Donc, pour pouvoir avoir une idée du prix futur, il me faut juste connaître le prix présent. Parce que en moyenne, le prix futur, c'est le prix que j'ai dans le présent. C'est pareil, prenez l'exemple sur votre iPhone. L'iPhone qui est aujourd'hui 1 million, demain, votre iPhone sera plus ou moins 1 million en moyenne. Donc, c'est plus ou moins ça. Et lorsque vous vérifiez cette hypothèse, cette condition, si on dit que vous êtes une martingale. Donc, suivant la mesure Q, le processus de prix escompté est une martingale. Fantastique. Alors, je précise ici que on travaillait dans le cadre où il n'y a pas d'opportunité d'arbitrage. Maintenant, donc, on est parti dans le cadre où il n'y a pas d'opportunité d'arbitrage et on a abouti à la conclusion que notre mesure, qui doit forcément avoir une autre mesure qui n'est pas nécessairement la mesure, qui n'est pas la mesure P, mais il était sorti que sur cette mesure-là, notre processus de prix S-tilt est une martingale. C'est ça qu'on va appeler la mesure risque par rapport au neutre. Par rapport au risque. La mesure risque neutre. Alors, ce qui nous introduit dans le premier théorème fondamental. Ce qui nous introduit dans ce qu'on va appeler le premier théorème fondamental. Le marché, le premier théorème fondamental qui va donc dire quoi? Le marché est viable. Le marché est viable, c'est-à-dire sans arbitrage. Sans arbitrage, si et seulement si et seulement si il existe une mesure de proba, si et seulement si il existe une mesure de proba Q sur l'espace oméga F équivalente, très important, équivalente à P, tel que le processus de prix escompté est une martingale sur Q. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que on est parti sur une tarification de notre produit. On a défini une quantité Q de W1. On a défini une quantité Q de W1. On a montré que, suivant cette quantité-là, lorsqu'on trouve la valeur moyenne de notre produit, à l'instant T, ça avait une propriété qui était très remarquable par rapport aux propriétés de martingale. C'est pour ça qu'en finance, on ne pouvait pas faire la finance en définition sans connaître ce que c'est qu'un processus stochastique et sans connaître ce que c'est qu'une martingale. Donc, on a donc ainsi compris le premier théorème fondamental. Pour donc dire quoi? Si vous êtes dans un modèle binomial à une période et qu'on vous demande de montrer que même à 2, à 3, à une période, et qu'on vous demande de montrer que est-ce que le marché est viable. Pour savoir si le marché est viable, vous pouvez soit refaire le développement qu'on a fait en supposant que parce que le modèle binomial a plusieurs périodes, c'est le modèle binomial à une période mise de bout en bout. Donc, c'est un modèle binomial à une période que vous faites de bout en bout. Donc, pour avoir les conditions, vous prenez a t égale à 0. Entre t égale à 0 et t égale à 1, vous aurez les mêmes conditions qu'on a eues ici. Entre t égale à 1 et t égale à 2, vous prenez à chaque bout, et vous refaites juste les hypothèses. Et c'est tout.
Alors, pour ne pas forcément, pour ne pas vouloir faire tout ça, pour ne pas vouloir refaire tout ce calcul sur la tarification, alors montrer que dans les conditions où on a par exemple, dans ces conditions-ci, c'est-à-dire dans les conditions où on a un marché viable, alors forcément, dans le développement, une mesure martingale va sortir. Vous utilisez tout simplement le théorème fondamental qui vous permet de dire que si vous parvenez à trouver une mesure martingale, alors votre marché est viable. C'est tout. Donc, le premier théorème fondamental, c'est ça, sa puissance. Alors, les mesures sont équivalentes, c'est simplement dire que deux mesures, dire que la mesure Q, dire que Q est équivalente à P, Q est équivalente à P, ça veut tout simplement dire que tous les mesurables de mesure nulle, tous les mesurables de mesure nulle de P sont les mesurables de mesure nulle de Q et réciproquement. Donc, c'est un si et seulement si. Et on montre que l'espace Q constitué des mesures martingales ou bien mesures neutres au risque est convexe. Pour dire que si vous avez une mesure martingale, si vous avez deux mesures martingales, vous avez une infinité de mesures martingales par, donc Q est égal à lambda Q1 plus 1 moins lambda Q2, donc est une mesure martingale. Donc cet espace-là est convexe. Pour dire que soit l'ensemble des mesures martingales est vide, c'est-à-dire il n'y en a pas. Si vous ne trouvez pas de mesures martingales, ça veut dire que vous êtes en présence d'une opportunité d'arbitrage. Soit vous trouvez une mesure martingale, et on va voir que dans le cadre où on a une mesure martingale, c'est encore très bien. Soit alors, vous avez deux mesures martingales. Si vous avez deux mesures martingales, étant donné de la convexité de l'espace, vous avez une infinité de mesures martingales. Tout simplement, vous pouvez l'avoir en utilisant cette combinaison linéaire où lambda appartient à 0. Donc, c'est un peu ça. Alors, on va donc définir sur ce produit dérivé-là. Un produit dérivé sera dit atteignable. Donc, lorsqu'on a donc cela, vous voyez comme on a tarifé notre portefeuille de telle sorte que la valeur à l'instant T, c'est-à-dire à l'instant 1, dans notre portefeuille, devait correspondre à la valeur de notre actif. Lorsque vous avez ceci, on dit donc que le produit dérivé est atteignable. Ce produit dérivé est atteignable. Donc, le produit dérivé est atteignable lorsque ça et on a vu que quand le produit dérivé est atteignable, on a son prix, le prix de ce produit dérivé, c'est l'espérance sur la mesure Q de C sur 1 plus R, tout simplement. C'est-à-dire que c'est le prix de ce produit dérivé, c'est en moyenne la valeur actualisée de cette valeur à l'instant T, tout simplement. Alors, voilà plus ou moins ça. Donc, on a donc un modèle, on a donc défini ce qu'on appelle un produit dérivé atteignable. Et un marché sera dit complet, parce que un marché sera dit complet lorsque tous les produits dérivés seront atteignables. Donc, dans un marché complet, tous les produits dérivés sont atteignables. Dans un marché complet, tous les produits dérivés sont atteignables. Une fois qu'on a donc défini tout ça, une fois qu'on a donc défini ce qu'on appelle un marché complet,
Donc, on a vu que l'espace des mesures martingales, c'était soit on avait un seul élément, soit on avait une infinité d'éléments, soit on n'avait pas d'éléments. On va donc voir que avec la complétude des marchés, pour montrer qu'un marché est complet, vous voyez que on ne doit pas faire à chaque produit dérivé, on ne doit pas faire à chaque produit dérivé, on ne doit pas refaire le même calcul. Le deuxième théorème fondamental nous vient en aide. Le deuxième théorème fondamental nous vient en aide et nous dit ceci. Un marché viable et complet si et seulement si la mesure martingale est unique. Donc, en d'autres termes, si vous avez trouvé dans le développement une mesure martingale qui était unique, alors vous pouvez être sûr que votre marché est complet. Donc, quel que soit le produit dérivé que vous allez trouver dans ce marché, vous êtes sûr qu'il sera atteignable. Alors, n'est-ce pas fantastique? Alors là, on est déjà à pratiquement 51 minutes. Je pense qu'on a déjà pris beaucoup de temps. Beaucoup de temps et on doit s'arrêter là pour ce premier cours d'introduction. C'était beaucoup plus pour parler des théorèmes fondamentaux et j'espère que j'ai pu expliquer plus ou moins la compréhension qu'il y a derrière ces théorèmes fondamentaux. Et dans le prochain cours, on va peut-être faire un modèle à 2 périodes ou alors on va passer directement à la modélisation en temps continu en définissant les modèles de Black-Scholes et également les processus d'Ito et autres. Mais bon, soyez prêts pour le prochain chapitre et on va développer tout ensemble. Et merci et à bientôt.